Alors salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au web storage et à la vidéo en HTML5. Dans cette vidéo, comme promis, nous allons commencer ici notre TP qui va nous permettre de mettre en pratique tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Donc là, j'ai essayé de faire quelques mishi derrière vous, histoire de ne pas perdre de temps et de ne pas ici faire en sorte que vous vous ennuyez à regarder la vidéo. Donc j'ai créé ici un nouveau dossier qui a pour nom TP Video Tracker. J'ai rajouté un fichier index.html que nous allons parcourir dans quelques instants, un dossier JS qui contient un fichier app.js et un dossier CSS qui contient un fichier app.css. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une structure classique, rien de bien compliqué. Au niveau du fichier index.html, on a le doctype HTML5 et au niveau de la balise head, on a mis ici notre titre qui est Video Tracker. On a utilisé l'encodage UTF-8 et on a chargé une police Google Font. Ok, donc au niveau de Google Font, il y a plusieurs polices open source que vous pouvez utiliser. Dans mon cas, j'ai utilisé Open100. Donc vous pouvez mettre par exemple ici Open100 Google Font, qui est une police qui est disponible au niveau de Google Font. Donc on va cliquer sur ce résultat là et normalement vous n'aurez qu'à cliquer ici pour l'ouvrir et pouvoir ici choisir les différents formats que vous souhaitez, par exemple gras, italique, ainsi de suite. Donc là, une fois que vous avez choisi, il va vous donner ce que vous devez rajouter normalement. Ok, donc c'est ce que j'ai eu à rajouter à ce niveau là. Vu qu'on va utiliser Video.js comme on l'avait vu dans les précédentes vidéos, j'ai chargé le fichier CSS et chargé également ce script là qui va me permettre de supporter Internet Explorer 8. On charge ensuite notre fichier app.css que je vous avais montré tout à l'heure. Au niveau ici de notre pied de page en quelque sorte, on charge également le fichier JavaScript de Video.js et ici on charge notre fichier JS qui est présent au niveau du dossier JS. Ok. Après à ce niveau là, on rajoute une balise H1 qui va afficher une vidéo classique, c'est juste un titre. On aurait pu mettre par exemple ici TP Video Tracker si vous le souhaitez. À ce niveau là, on met notre balise vidéo HTML5, on lui donne un identifiant, on rajoute ici deux classes, cette classe qui va permettre de faire en sorte que Video.js soit appliqué au niveau de cette vidéo et on centre ici notre bouton player. On rajoute les controls, preload on le met à auto afin que s'il y a besoin de précharger quoi que ce soit, cela sera fait. On donne une largeur et une hauteur. On donne ici une image poster. On rajoute ce mishi sans lequel tout n'allait pas fonctionner. Ici, j'ai précisé trois formats, MP4, WebM, et on met ceci qui va s'afficher au cas où le navigateur du client ne supporte pas tout simplement la balise vidéo. Ok. Donc là, normalement, si je me rends au niveau de mon navigateur, j'actualise, c'est le résultat qu'on a actuellement. TP Video Tracker et on a notre vidéo qui peut être lue à ce niveau-là. Ce qu'on va faire maintenant ici, on va venir au niveau du fichier CSS app.css afin que vous puissiez voir le petit CSS que j'ai rajouté. Tout ce que j'ai fait, j'ai utilisé la police Open100. Au cas où elle n'est pas disponible, on va utiliser Helvetica ou une police sans serif. Comme couleur de fond, j'ai mis ici du gris. Et pour notre H1, j'ai donné ici cette couleur là 777 qui tire un peu vers le noir comme vous pouvez le voir à ce niveau là, mais c'est encore du gris. Au niveau ici de notre fichier app.js, là j'ai rajouté ceci qui va nous permettre de documenter un temps soit peu notre fichier. On a mis ici Video.js Time Tracker. L'auteur c'est ici les teachers du net. Et j'ai rajouté ici useStrict. useStrict il va nous permettre de traquer un peu notre code qui n'est pas trop conventionnel. Si par exemple vous utilisez une fonction alors que vous ne l'avez pas encore déclarée, il va vous dire oh, attention. Ok, donc je le mets ici afin de faire en sorte que le code que nous allons écrire, je puisse être sûr que c'est un code qui est quand même ici valide, qui est quand même ici potable et qui suit un peu les recommandations. À ce niveau-là également, j'ai rajouté cette fonction. Comme je vous l'avais dit au niveau de la vidéo d'introduction, avant d'utiliser le local storage ou le session storage, il faut s'assurer que cela est disponible parce qu'au niveau de certains navigateurs, cela peut être désactivé ou bien tout simplement ce n'est pas disponible. Donc pour vérifier qu'il est disponible, on peut utiliser ce code-là. Donc tout ce que je fais, c'est quoi? Je vérifie au niveau de notre objet window global, est-ce qu'il y a une clé local storage? S'il y a cette clé, on va vérifier ensuite que window local storage n'est pas nul. Donc s'il existe au niveau de notre objet global window
et que Windows Local Storage n'est pas nul, alors cela va retourner true, ce qui va permettre de dire que Local Storage est disponible. Dans le cas contraire, si on a une quelconque exception qui est levée, on va retourner ici tout simplement false. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Si je viens ici, je fais un clic droit et je fais inspecter, je vais au niveau de la console. Si vous tapez Local Storage comme on l'avait fait comme ceci, ça correspond à la même chose que de taper ici Windows comme ceci, Local Storage, ok? Parce que ce que vous tapez directement par défaut, il va vérifier ici cela au niveau de votre objet global Windows. Donc si je valide, c'est la même chose. On peut confirmer en faisant tout simplement est-ce que Local Storage c'est la même chose que Windows Local Storage. Et comme vous pouvez le voir, on obtient ici true, ce qui veut dire que ces deux Mitsubishi sont les mêmes. Ok? Donc à ce niveau-là, lorsqu'on vérifie est-ce que Local Storage est présent au niveau ici de notre objet global Windows, on vérifie tout simplement est-ce que ceci est disponible. Une fois qu'on sait qu'il est disponible, on vérifie également qu'il n'est pas nul. Ok? Parce que comme vous pouvez le voir, s'il est disponible, on va recevoir ici un objet storage. Ce ne sera pas nul qui nous sera retourné. Ok? Donc s'il est disponible et qu'il n'est pas égal à nul, alors c'est bon. On peut dire que Local Storage est disponible. Dans le cas contraire, on retourne ici tout simplement false pour dire qu'il n'est pas disponible. Ce qui va faire que après, je peux faire comme ceci, un if Local Storage is available. Je vérifie est-ce que le Local Storage est disponible. Je vais faire ce que j'ai à faire. Dans le cas contraire, je peux faire un petit alerte où je vais dire ici Local Storage non disponible ou ce que vous voulez. Demander à l'utilisateur par exemple de l'activer. Donc si je viens ici, j'actualise. Dans mon cas, je ne vois rien parce que le Local Storage est disponible. Mais s'il n'était pas disponible, ce message allait s'afficher. Juste pour vous le prouver, je vais me tromper, je vais mettre 2S ici. Ceci ne sera pas présent au niveau de Windows, donc il sera nul à ce niveau-là. Et vous allez voir, on va avoir alerte Local Storage non disponible. Ok? Je vais revenir à ce qu'on avait et normalement, pas de problème. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo d'introduction. Ne vous inquiétez surtout pas, le code sera disponible sur GitHub. Donc vous pourrez par exemple ici le copier, le télécharger, le cloner, ainsi de suite. Là, je vais assez vite parce que je me dis que si j'avais eu à taper ce Mitsubishi, vous allez vous ennuyer parce que ce sont des trucs que vous connaissez. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons continuer notre TP. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.